Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Des journalistes maliens qui donnent leur point de vue sur l'actualité qui a marqué la semaine. Et aujourd'hui, vendredi, dans le Forum de la presse, nous allons parler de la visite de Fatou Bensouda et du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali, l'apparition de 11 otages maliens dans une vidéo tournée par la principale coalition terroriste au Sahel et l'enlèvement du commandant de brigade de Guiré sur le tronçon Nara-Mourdian. Nous parlerons également le rapport d'Afrobaromètre sur l'accès à la justice au Mali et si le temps nous le permet, nous allons parler également de délestage. Nos invités sont Ami Baba Sissé du Figaro du Mali et Badou Escoba du Carrefour. Notre troisième invité qui avait confirmé nous a fait faux bond à la dernière minute. Je suis Mouhamadou Touré et c'est parti. Le grand dialogue. Alors pour cette première partie, nous allons parler de la visite de la procureure de la Cour pénale internationale qui a fait 2 jours ici à Bamako. Elle a rencontré le président de la République, des ministres et la société civile. Alors aujourd'hui, Ami Baba Sissé, par rapport au bilan de la visite de Fatou Bensouda, vous, quel est votre point de vue là-dessus ? Merci beaucoup, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Faire un bilan de cette visite, pour moi, c'est un peu compliqué, mais je peux quand même me prononcer sur le sens et puis l'importance de sa visite au Mali. Je sais quand même qu'elle n'est pas venue faire du tourisme parce que la Cour pénale internationale est une instance, quoi que les gens disent, très sérieuse, qui prend certaines décisions pas à la légère. Nous savons que le Mali a connu une très grave crise qui a impliqué des personnes au plus haut niveau dans des crimes et il y a eu des mandats d'arrêt internationaux depuis quelques années. La ligne ne bouge pas forcément trop, donc je pense que la visite de Fatou Bensouda au Mali, c'est un signal très fort pour venir mettre non seulement la pression sur les autorités, mais également la pression sur les animateurs de la justice afin que certains dossiers que tout le monde connaît puissent vraiment bouger. C'est ce que je pense. Voyez-vous également un signal fort, M. Badou Escoba? Moi, je pense que c'est la deuxième fois que la procureure de la Cour pénale internationale se rend au Mali. Donc, ce n'est pas étonnant, dans la mesure où le Mali est le deuxième pays qui a ratifié la charte de Rome sur la création de la Cour pénale internationale. Le deuxième facteur, c'est que lorsqu'elle est venue, elle a rencontré les autorités judiciaires, parmi lesquelles le ministre de la Justice, le ministre des Droits de l'Homme, elle a rencontré les forces de sécurité, elle a rencontré la société civile, elle a rencontré enfin le président de la République. Donc, les échanges globalement ont porté sur la question des droits de l'homme. Ce qui a été d'abord évoqué, ça c'est la double crise politique et sécuritaire qui a commencé en 2012 et qui a été jalonnée par un certain nombre de crimes tels que le crime d'Aguelok. Ensuite, le deuxième aspect de cette visite a été l'affaire des charniers. Vous savez que depuis un certain temps, des rumeurs circulent comme quoi des charniers ont été découverts dans le nord du pays, des charniers ont été découverts dans le centre du pays. Donc, c'est à la demande du gouvernement de la République du Mali qu'elle a fait le déplacement. Mais elle a bien précisé que je suis venu au Mali, mais la Cour pénale internationale ne saurait se substituer à la justice malienne. Oui, elle a dit ça. La CPI vient en complément à la justice malienne, mais ne se substituera pas à elle. Mais Ami Baba Sissé pense que sa visite va pousser les autorités à s'impliquer davantage. Alors si la CPI ne se substitue pas à la justice malienne, comment elle va pouvoir pousser les autorités maliennes à s'impliquer davantage dans ce processus? Donc, d'abord, le premier rôle va revenir à la Cour pénale internationale parce que vous êtes sans savoir que déjà il y a eu un procès à la Cour pénale internationale concernant Al-Mahdi Al-Faki par rapport à la destruction des mausolées de Tombouctou. Donc c'est un signal fort et elle a bien précisé que d'autres poursuites suivront. Mais comment ces poursuites vont s'effectuer, c'est là toute la question parce que nous savons tous que ce sont les leaders du MNLA qui sont derrière le massacre d'Aguelok. Or le massacre d'Aguelok ne peut pas rester impuni. Ces leaders sont connus. Je me demande comment les autorités maliennes et comment la Cour pénale internationale, comment ces deux parties vont faire pour pouvoir vraiment amener ces individus à la Cour pénale internationale, parce que ça va poser beaucoup de problèmes. Ami Baba Sissé, par rapport à sa visite, est-ce qu'on a parlé du procès de Amadou Aya Sanogo? Mais écoutez, nous savons que le Mali, surtout la justice malienne, au-delà de cette justice malienne, les autorités n'ont
pas forcément l'intention d'aller jusqu'au bout. Je parlais tout de suite des mandats d'arrêt qui ont été émis contre beaucoup de responsables des mouvements dont il a parlé tout de suite. Et pourquoi jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, ces gens se baladent n'importe où et n'importe comment? Donc cela veut dire que la justice a un problème vraiment de fonctionnement, ou bien tout simplement une volonté de vouloir faire la justice. Le ministre de la Justice, Mamadou Konaté, a prononcé quelque chose qu'il n'aurait pas dit. Dire que les responsables des massacres d'Aguelhok seront vraiment, comment on appelle ça là, dans le giron de la justice, je pense que c'est un discours, ça ne peut pas se faire. Quant au cas Amadou Aya Sanogo... Pourquoi ça ne peut pas se faire? Ça ne peut pas se faire. Nous sommes premièrement d'abord dans une dynamique de réconciliation. Les groupes armés de tout le temps cherchent à être vraiment mis en confiance. Premier aspect. Deuxième aspect, c'est vrai qu'on ne peut pas faire la justice, on ne peut pas faire la réconciliation sans justice, les gens le disent. Mais en réalité, nous savons et nous voyons que ce sont ces groupes armés qui, d'ailleurs, à un moment donné, ont continué encore à violer les fondements de la République. Jusqu'à présent, rien. Donc, de mon point de vue, on n'a pas un État aussi fort, aussi responsable pour pouvoir dire aujourd'hui, je vais juger ces gens qui ont posé des actes. Je pense que la réconciliation, ça doit vraiment être un comportement, ça doit être de quelque chose de très concret. Tel n'est pas le cas. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas facile pour le pouvoir qui est là de dire qu'elle va faire aujourd'hui un jugement de tous ces gens-là qui ont posé des actes, surtout qu'aujourd'hui ils contrôlent encore le Nord et c'est leur loi qui est en vigueur. Par rapport à Amadou Aya Sanogo, on parle de l'expertise à la fin de ce mois. Bon, là au moins il y a eu un premier essai, même si c'était un peu théâtralisé, on a vu quand même une question de volonté qui était là, mais jusqu'où cela va nous conduire? Fatou Bensouda peut peut-être demander qu'on lui transmette le dossier, je ne sais pas. De toutes les façons, il ne faut pas faire un procès pour faire un procès. Fatou Bensouda a rencontré les femmes des militaires, elle a rencontré également les autres de Kati. Je pense quand même qu'elle a essayé de comprendre, même s'il y avait déjà quelques éléments qui étaient là, mais de mon point de vue, moi je pense que pour vraiment sauver le Mali, il faut souvent aller de façon très très simple et très très prudente, parce que la justice qui est là, de mon point de vue, c'est une justice à double vitesse. Badou Escoba, Ami Baba Cissé dit que le ministre Mamadou Konaté a fait un discours très fort, mais qu'il ne peut pas concrétiser puisque nous sommes dans un processus de paix. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on est dans un processus de paix qu'on doit laisser, par exemple, les responsables de ces groupes armés faire ce qu'ils veulent sans que la justice ne puisse faire son travail? Bon, je ne partage pas forcément le point de vue de mon jeune frère. Moi, je pense que ceux qui ont eu à commettre des crimes tels que le crime d'Aguelhok doivent répondre de leurs actes. Quand je pense au crime d'Aguelhok, je pense au crime d'Oradour-sur-Glane en France. Oui, ils doivent répondre de leurs actes. Je viens. Mais est-ce que au moment où nous sommes, c'est possible avec le processus de paix qui est en cours? Avec le processus de paix qui est en cours ne doit pas empêcher la tenue d'un procès contre ceux qui ont les mains tachées de sang. Ils ont violé des femmes, ils ont flagellé des gens, ils ont coupé des mains et des pieds. Donc, ils doivent être jugés. Je prends le cas du tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a eu un tribunal pénal international pour le Rwanda pour juger les crimes de génocide. Il y a eu le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Et les auteurs ont été traqués et mis à la disposition de la Cour pénale internationale. Il faut que ça se passe au Mali. On ne peut pas parler de réconciliation nationale. On ne peut pas parler de paix sans que les crimes qui ont été commis soient élucidés. Il faut élucider ces crimes. Ce qui s'est passé à Aguelhok, c'est un drame. C'est impensable au XXIe siècle. Ça me rappelle ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane en France. C'est inacceptable. Il faut que les criminels, les leaders du MNLA, du Mouvement national de libération de l'Azawad, qui sont derrière ce crime, les Moussa Gatar, les Moussa Gassarid et autres, les Ag Najim, répondent un jour de leurs actes devant la Cour pénale internationale. Et ils répondront. Le jour où le Mali sera un État central, le Mali aura un pouvoir central fort. Partout où ils seront pourchassés, rattrapés et amenés à la Cour pénale internationale. Ils doivent être jugés. Il y a un auditeur qui a posé une question, qui dit que lui, ce qu'il ne comprend pas, c'est que comment des gens qui se sont rebellés, qui ont pris des armes contre l'armée malienne, contre l'État malien, aujourd'hui doivent se retrouver dans le processus de paix et doivent même être des autorités locales dans certaines de nos localités. Ils n'arrivent pas à comprendre cette question. Mais ça, c'est pour des raisons politiques. Nous savons tout ce qui se passe au nord du pays. Au début, au tout début, on a lancé un mandat d'arrêt international contre Ami Baba l'a dit, mais après on a annulé ce mandat d'arrêt international parce que nos autorités ont le couteau sous la gorge. Il y a des gens qui sont derrière ces gens-là. Or, ces gens se disent champions des droits de l'homme. Mais en toute honnêteté, en toute objectivité, ces gens-là, je vais citer la France, doivent nous aider
pour que ces personnes soient traquées et jugées. Vous ne pouvez pas laisser des individus qui ont les mains tachées de sang et revenir dans le pays et participer à la gouvernance du pays. Ça pose énormément de problèmes au nord du Mali. Les populations locales disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux qui ont violé nos filles, nos sœurs, ces mêmes personnes reviennent pour occuper des postes de responsabilité. C'est inacceptable. Ça ne peut pas continuer. Parce que si ces gens, on ne les punit pas, demain d'autres vont prendre les armes. Et ça va devenir une succession de rébellions. C'est pourquoi j'ai dit que je suis très très pessimiste par rapport au retour de la paix définitive au Mali, tant que ces personnes ne sont pas jugées. Il faut que ces personnes-là soient jugées. Il faut qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions internationales. D'accord. Par rapport à Amadou Aya Sanogo, est-ce que le dossier doit être transféré à la CPI? Par rapport au cas Amadou Aya, moi je pense que les juridictions maliennes sont compétentes pour pouvoir juger son cas. Parce que son cas est différent du cas du Nord. Parce que, en fait, le problème de Amadou Aya est venu quand il y a eu le massacre de Hagelok. Donc, une partie des militaires s'est rébellée et le résultat a été le coup d'État. Donc, ce que nous connaissons par rapport au cas Amadou Aya, c'est les conséquences du coup d'État. Et le résultat a été quoi? Affrontement entre béret rouge et béret vert, des bérets rouges qui ont été retrouvés dans un charnier. Ça aussi, c'est quelque chose qui est inacceptable, qui est impensable. Parce que nous sommes dans un pays où on ne connaît pas ces choses-là. Le Mali est un pays civilisé. Le Mali est un pays qui a atteint un certain degré d'évolution depuis des millénaires. Donc nous sommes un peuple qui ne connaît pas ces histoires de charniers. Peut-être que, si vous me permettez, je vais rebondir sur la question de Human Rights Watch. Parce que l'une des raisons pour lesquelles Fatou Bensouda est venu au Mali aussi, c'est par rapport au problème de charniers qui a été annoncé dans le centre du Mali. Donc ça, ce ne sont que des rumeurs. Parce qu'il ne faut pas que l'État malien accepte que des structures comme ça vraiment viennent dans notre pays. Vous pensez que le rapport de Human Rights Watch ne tient pas? Mais le rapport de Human Rights Watch ne tient pas, ça ne tient pas la route, parce qu'ils n'ont aucune preuve. Ils n'ont pas été sur le terrain. Ami Baba, partagez-vous sur l'avis de Badou Escobar par rapport à cette question? Non, bon, moi je pense que pratiquement le grand frère m'a donné raison, parce que lui-même quelque part il a dit que c'est pour des raisons politiques qu'il y a tout cet arrangement. C'est pourquoi j'ai dit le ministre il a dit des choses qui ne vont pas se faire. Ça, moi j'en suis convaincu. Par rapport maintenant au rapport d'une structure comme Yuan, je ne suis pas forcément pour. Mais je sais quand même que c'est des gens qui travaillent à gauche, à droite. Lorsque un rapport sort, le gouvernement malien n'a pas sorti un contre-rapport. Il y a le ministre, c'est vrai, qui a réagi. Mais le ministre n'a pas forcément apporté d'autres éléments qui peuvent clairement contrecarrer ce qui a été dit. Nous, on n'est pas sur le terrain. De toutes les façons, ce qui s'est dit au nord, c'est quelque chose pour nous qui peut se vérifier. La violence, elle est toujours là. Donc, quand il y a charnier, le cas de Sanogo, on l'a vu. L'affaire de Hagelhok en 2012, ATT avait envoyé une équipe d'experts, une commission qui a fait vraiment un travail préalable qui peut permettre aujourd'hui que le procès contre ces gens-là soit intenté. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. De 2012 à aujourd'hui, il n'y a rien. Et ces hommes qui auraient commis ces crimes sont dans les hôtels ici. Ils sont sécurisés par nos militaires. Ils sont nourris au compte de la République. Parfois, de 2012 à aujourd'hui, il n'y a rien. Après cette visite de Fatou Bensouda, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de concret? Je ne pense pas trop, parce que c'est ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans un calcul aujourd'hui beaucoup plus politique. On est à l'approche de la présidentielle. Et puis le pays est encore fragile. Moi, je me dis, ce que Sanogo a posé comme acte, c'est quelque chose à condamner, c'est quelque chose à dénoncer. Mais ce que les groupes armés ont fait est pire. Si vous n'avez pas le courage et l'intention de juger les groupes armés, je pense que capitaine Amadou Aya Sanogo et tous les autres peuvent aussi invoquer les mêmes raisons. Le Mali aujourd'hui a besoin de paix, mais comme on l'a dit, c'est très difficile de faire la justice et la paix en même temps. Il faut que des deux côtés, quand même, on arrive à s'entendre si on parle de pays de dialogue. Mais dire qu'on va juger Sanogo, les groupes armés, absolument rien. Moi, de mon point de vue, je pense que c'est vraiment quelque chose de malhonnête. J'étais parmi ceux qui se sont opposés au coup d'État. Ce n'est même pas pour le coup d'État qu'on juge Sanogo aujourd'hui. On parle de charnier, de ses camarades qu'il a fait disparaître. Il y a quand même un certain nombre de choses qui se disent. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est pourquoi on dit juger, c'est une mission divine. D'accord. Une minute à chacun par rapport à la visite du Conseil de sécurité de l'ONU également qui est dans nos murs. À quoi peut-on s'attendre par rapport à cette visite également? Bon, avant d'aborder cette visite, si vous me permettez. Par exemple, les Nations Unies ont déposé un rapport sur la table d'Antonio Guterres. Et je me demande comment est-ce que ce rapport a été transmis dans la mesure où le chef de file de la médiation internationale, Ahmed Boutache, il était là.
Mohamed Saleh Anadif était là, et on dépose un rapport biaisé au niveau du Conseil de sécurité. Et dans les rapports, pourquoi on n'a pas mentionné que certains groupes armés, tels que la SEMA, ont commis des exactions et des charniers ont été découverts dans leur zone? Ça m'a beaucoup étonné et ça m'a surpris. Pour la toute petite anecdote, par rapport à Human Rights International, je ne connais même pas le nom de cette organisation. Je me rappelle en 1993, Abdou Diouf a été en France en visite officielle. L'ancien président sénégalais. Sur le perron de l'Élysée, les journalistes lui ont dit Amnesty International accuse l'armée sénégalaise d'exactions en Casamance. Il dit qu'il n'a pas assez de temps pour répondre à une association de petits bandits. C'est le cas de Human Rights. Il faut que l'État malien prenne ses responsabilités face à des individus de cette trempe. Voilà. D'accord. Réagissez maintenant par rapport à la visite du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui, la visite du Conseil de sécurité de l'ONU, il y a des représentants de 5 membres permanents. Il y a le représentant de l'Italie, de l'Éthiopie, et la délégation est conduite par François Delattre. Et je crois que cette visite intervient au bon moment, parce que cette visite intervient après celle de Fatou Bensouda. Donc ce serait peut-être une manière d'étayer davantage la question des droits de l'homme, parce que le Mali aujourd'hui est au centre de la question des droits de l'homme à cause de la crise sécuritaire que nous connaissons. Et la mission sera beaucoup plus concentrée sur l'opérationnalisation de la force G5 Sahel aussi. À quoi peut-on s'attendre par rapport à cette force aujourd'hui? La force du G5 Sahel, moi je pense que si on arrive à opérationnaliser cette force, ce serait un appui pour nous, parce qu'on a vu les limites de la MINUSMA. Depuis que la MINUSMA est venue, elle n'a pas fait bouger les lignes. Et nous pensons qu'avec leur arrivée et avec l'opérationnalisation du G5 Sahel, je crois que peut-être que le centre du Mali retrouvera le chemin de la paix. Si on arrive à le faire, alors est-ce qu'on arrivera à le faire, Ami Baba Sissi? Non, mais on peut tout faire, mais il faut que les choses se fassent sur des bases claires. La MINUSMA, comme il l'a dit, sur le plan militaire quand même a montré ses limites. Je pense que sur d'autres plans, la MINUSMA fonctionne bien. Le G5 Sahel, Ibeka était là récemment aux États-Unis, il a fait la plaidoirie pour que cette force puisse être plus opérationnelle, mais on voit déjà dans le chronogramme que c'est une structure qui est déjà en retard. Bon, les États-Unis sont réticentes, d'autres pays sont en train de tout fermer. Je pense que ce n'est pas encore gagné, surtout avec ce qui est arrivé avec le Tchad. D'accord. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani, ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est le forum de la presse. Parlons maintenant du rapport d'Afrobaromètre qui estime que plus de 52% de la population malienne pense que la police et les magistrats sont les plus corrompus de toutes les institutions du pays. Alors, Badou Escoba, que pensez-vous de ce document de Afrobaromètre qui estime que la police et la justice sont les institutions les plus corrompues au Mali? Bon, moi, je pense que ce que le rapport dit est très évident. Nous savons tous ce qui se passe au niveau d'abord de la justice. Tout le monde sait que la justice malienne, c'est une justice à deux vitesses. C'est une justice qui, la plupart du temps, donne raison aux riches, n'est-ce pas? Et les pauvres sont les victimes collatérales de cette justice. Et même ils les disent, si nous partons devant les tribunaux, nous risquons de perdre parce que nous n'avons pas les moyens. On a vu dans beaucoup de cas des juges fuir des localités. Il y a le juge de Fana qui a fui en 2013, je ne sais pas, 2014, Samaké. Il a pris la tangente pour se retrouver à Bamako. Ses bagages l'ont trouvé ici. Il y a eu le cas du juge de Banyanga. Donc, il faut que la justice soit saine. Si la justice n'est pas saine, on ne peut pas asseoir les bases de la démocratie. Ce qui se passe dans le centre du Mali est en partie lié au problème de justice. Il faut le dire. Où se situe le problème par rapport à ces corruptions dans nos institutions, Ami Baba Sissi? Écoutez, le problème se situe dans la nature des hommes. Quel que soit ce qu'on donne à un homme, souvent il n'est pas intégralement satisfait. Moi, je peux vous le confirmer, j'ai les confidences des magistrats qui m'ont dit clairement, écoutez, on est obligé de négocier les procès. C'est des magistrats qui parlent comme ça. Négocier des procès. Obligé, pourquoi? Qu'est-ce qui les oblige? De toutes les façons, c'est par rapport. Mais écoutez, moi, je ne les en veux pas. Aujourd'hui, je parcours des tribunaux. Vous trouverez des tribunaux dans lesquels vous n'avez même pas d'ordinateur. Il m'arrive même souvent de prendre des images et les chaises sont des chaises désiettes cassées complètement. Tu as l'impression que tu es dans un dépotoir.
Ça, c'est les tribunaux. Là où... Ça, c'est par rapport aux équipements. Mais est-ce qu'ils n'ont pas le salaire qu'il faut? Ce n'est pas forcément le salaire qui est le problème. C'est ce que je suis en train de dire. C'est une question d'abord. Il a parlé de riches, il a parlé de pauvres. Lorsque vous venez proposer de l'argent à un magistrat, certains ne réfléchissent même pas. Et à leur place, on les comprend. Qu'est-ce qu'on donne à un magistrat? Ils ont dans les 500, 600 000 pour un Mali où la vie est trop chère. On parle de location, on parle d'électricité. Il y a un certain nombre de problèmes. Et surtout avec le train de vie qu'ils veulent mener. En réalité, ça ne résout pas le problème. C'est une question d'homme. Il y a des juges qui sont honnêtes, qui ne vont même pas accepter ça. Et lorsque vous tenterez de les corrompre, vous les vivrez à vos dépens. Mais de façon globale, le sondage qui est donné, 52% de mon point de vue, ça peut refléter le résultat que moi je dirais au Mali, parce que je suis un peu dans ce monde où je connais tellement de gens, je connais tellement de systèmes, je sais comment ça marche. On comprend tellement de choses aujourd'hui que la justice, de mon point de vue, est corrompue, mais je ne sais pas à quel degré, parce qu'on ne peut jamais être édifié. Quant à la police, aujourd'hui, vous le voyez, des policiers qui s'accrochent à des voitures, des policiers qui s'accrochent à des motos, ils sont prêts à tout pour 500, pour 1000 francs. Je pense quand même que ça, c'est des choses formellement interdites et à condamner avec la dernière rigueur. C'est une question d'homme et rien d'autre de mon point de vue. D'accord. Bon, tout de suite, Ami Baba Cissé vient de dire quelque chose. Les magistrats ont entre 500 jusqu'à 600 000 francs CFA. Pour quand on va dire aux mécaniciens qui se trouvent au coin de la rue ou à l'enseignant qui se trouve à l'école fondamentale à Bourem qu'avec 500 et 600 000 francs CFA, il est obligé encore de faire de la corruption. Est-ce que cela est compréhensible? Vous savez, c'est le Mali même qui est malade dans son corps physique. Et la magistrature et la police en font partie. Ce n'est pas le seul corps malade. Mais pour ce qui est du cas des magistrats, c'est dommage. Lors de la conférence nationale souveraine, on a dit augmenter les salaires, les primes des magistrats pour les mettre à l'abri de la corruption. Mais ça n'a pas résolu le problème. On a comme l'impression qu'avec l'augmentation de leurs salaires, de leurs primes, ils sont devenus encore plus gourmands face à l'argent. C'est dommage, parce qu'il faut qu'ils comprennent que le pilier de ces pays-là repose sur eux. Dans toute grande démocratie, dans toute bonne démocratie, vous allez trouver que les magistrats sont à l'abri de la corruption. Pour ce qui est du cas des policiers, je n'accuse pas souvent seulement les policiers, j'accuse souvent les citoyens aussi. Un citoyen qui vient, il est arrêté par un policier. Il n'a pas de vignette. Le policier se propose d'amener sa moto ou son véhicule à la fourrière. Il enlève de l'argent, il donne au policier. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Il faut que les citoyens aussi changent de comportement. Il faut que les citoyens aussi se mettent en règle. Si un citoyen se met en règle, est-ce qu'un policier peut l'obliger à lui donner de l'argent? Je dirais non. Il faut que nous, les citoyens aussi, nous changeons de comportement, nous changeons de mentalité. Ce n'est ni le président de la République, ce n'est ni les magistrats, ni les policiers qui vont changer la mentalité des citoyens de ces pays. Il faut que nous-mêmes nous changions. Un président ne peut pas faire changer un pays. Il faut que les citoyens changent de comportement et de mentalité. C'est là et seulement là qu'on pourra faire bouger les choses. Sinon, si nous ne changeons pas de mentalité, même si vous amenez Paul Kagame à la tête de ce pays-là, on n'ira nulle part. Voilà. D'accord. Il y a certains policiers aussi qui font autre chose, qui arrêtent des chauffeurs, par exemple, pour leur demander juste de leur donner des frais de carburant, du prix du thé. Est-ce que cela est normal? Quelqu'un qui est dans son véhicule, il a une règle. Un policier vient le voir pour lui dire, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de ça ou ça ou ça. Si le monsieur donne, c'est tant pis pour lui. S'il ne le donne pas aussi, normalement, le policier ne peut rien contre lui. Vous savez que nous sommes dans un pays où on parle toujours de social, on parle d'entraide, on parle de solidarité. Si c'est des cas comme ça, si le policier vous demande poliment, si vous avez quelque chose sur vous que vous pouvez lui donner, vous lui donnez. C'est dans le cadre du social. Mais si vous ne pouvez pas, vous continuez votre chemin. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, le problème se situe à tous les niveaux. Donc, changement de comportement, c'est ce que préconise M. Badou Escobar. Est-ce que vous êtes d'avis avec lui par rapport à cette question de citoyenneté? Oui, entièrement. Je suis d'accord avec lui. Il n'y a pas longtemps, je pense, il y a 7-8 mois comme ça, vous avez vu la grève de la justice, comment les citoyens maliens ont adhéré. Parce que les Maliens veulent que la justice change. On pensait qu'en donnant les moyens, surtout financiers, c'est que les magistrats réclamaient que quelque chose allait changer. Mais l'État a pris des engagements jusqu'à présent qui ne sont pas encore rentrés en vigueur. Je le dis, quand vous partez dans les tribunaux, certains magistrats travaillent sur leur propre ordinateur. Dans les tribunaux, les dossiers ne sont même pas instruits.
C'est des magistrats qui me l'ont dit, des procureurs de la République qui ne peuvent pas le dire clairement en face des ministres ou bien du président. En réalité, dans les coulisses, ça ne va pas. Ils veulent rendre justice, certains le souhaitent, mais ce n'est pas de la manière la plus aisée, parce qu'ils n'ont même pas les moyens de faire les enquêtes, ils n'ont même pas des véhicules. Et dans les commissariats, dans les brigades, ça se négocie. Il y a des gens qui peuvent faire 10 jours, 15 jours en garde à vue, tout simplement parce que le juge ou bien le commissaire ne veulent pas le déférer. Souvent, on cite de l'argent comme ça à des citoyens qui ne connaissent pas leurs droits, malheureusement. Et voilà. Donc, je pense que c'est à tous les niveaux. Même dans la presse, la corruption, elle est là. C'est pas seulement la justice ou bien les policiers. En réalité, c'est un peu... bon, les journalistes sont corrompus? Les journalistes sont corrompus. Certains. Oui, certains. Bon, d'accord. Quand je dis certains, les journalistes sont corrompus. Oui. Ça, c'est très clair. Certains d'entre eux. Pour les magistrats, c'est des magistrats qui... Certains journalistes sont corrompus. Ok, je ne dis pas vous. Allons-y. Je vais un peu emboucher dans la même trompette que lui. Vous savez, cette gangrène de la corruption aussi ne touche pas tous les magistrats, comme il a dit. Moi, je connais des juges qui sont intègres, qui font correctement le travail. Ouais. Je connais des policiers aussi intègres. Il m'est arrivé une fois de voir des policiers en train de pousser un véhicule. Je les ai approchés, je les ai dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils disent qu'ils n'ont pas de carburant. Souvent, les policiers partent en patrouille et le véhicule tombe en panne faute de carburant. Ça aussi, c'est pas normal. C'est un problème de moyens qui est là. Il faut les mettre dans les conditions. Moi, je pense que pour pouvoir... Ils ont tous eu des véhicules maintenant. Hein. Oui, ils ont eu des véhicules et le carburant. Parce que j'ai appris dans un commissariat, au cours d'une toute petite investigation, qu'on donne 50 000 francs CFA par mois pour le carburant. Et 50 000 francs CFA pour faire fonctionner une Land Cruiser, vous pensez que ça suffit? Ça ne suffit pas. Si les policiers se retrouvent sans carburant, ils sont obligés souvent de rançonner les gens pour pouvoir avoir le prix de quelques litres de gasoil. Ça, il faut le dire. Aujourd'hui, il est évident qu'il y a un besoin de matériel, il y a un besoin de fonds et beaucoup d'autres choses. Mais quand il y a besoin de changer de mentalité, parce que l'être humain, même si on lui donne 1 million aujourd'hui, demain il va demander 2 millions, 3 millions demain. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est possible que les autorités puissent changer la mentalité des Maliens? Il faut que les Maliens eux-mêmes changent de mentalité d'abord. Ce n'est pas les autorités qui vont faire changer nos mentalités. C'est à nous de changer de mentalité d'abord. Si nous changeons de mentalité, les autorités vont changer de mentalité. Changer de mentalité comment? En nous mettant en règle, en respectant nos droits et nos devoirs. Si nous faisons ça, nous allons faire bouger le pays. Mais nous nous comportons très mal et nous accusons les autorités. Il faut que nous ayons un bon comportement d'abord. Si nous avons un bon comportement, les autorités sont qui? Les autorités, c'est d'abord la population. Ces autorités sont payées par qui? Par nos impôts, nos taxes. Donc il faut que nous comportons très bien. C'est ça que je reviens là-dessus. Si vous amenez Paul Kagame à la tête de ces pays-là, si nous ne changerons pas, de comportement, on n'ira nulle part. Voilà. Vous savez, avant de faire changer le comportement du peuple malien, il faut que les dirigeants eux-mêmes changent de comportement. Je pense que leur cas est plus grave. C'est vraiment regrettable. C'est honteux ce que font certains responsables. En tout cas, au Mali, c'est grave. Donc maintenant, quant à l'opinion, quant aux citoyens, je pense que c'est une question d'éducation d'abord. C'est une question aussi de citoyenneté. Moi, personnellement, je ne parle pas à la place. Moi, personnellement, il y a des choses que je fais tout pour éviter. Si chacun de nous fait la même chose, je pense que quelque chose peut changer. Les mentalités ont changé aujourd'hui sur un autre plan quand même. Les Maliens aujourd'hui veulent vraiment s'impliquer et s'investir dans le fonctionnement de leur pays. Et il y a des responsables de plus en plus qui font attention, qui se disent il y a une génération de citoyens aujourd'hui qui nous suivent et il faut que chaque acte que nous allons poser soit vraiment fait dans les règles de l'art. Donc je pense quand même que quelque chose va changer, mais ça doit être un changement global, un changement d'idées et un changement dans la conscience et non dans les mots. Badou Escobar pense que c'est le Malien lambda qui doit changer d'abord. Ami Baba Cissé, lui, pense que ce sont les autorités qui doivent montrer la voie. Espérons que des deux côtés, il y aura un changement. 11 otages maliens apparaissent dans une vidéo tournée par la principale coalition terroriste au Sahel. L'élément a été transmis à RFI par MENAStream, une agence indépendante qui analyse les risques liés au terrorisme, notamment au Sahel. Et dans cette vidéo, les militaires pris en otage supplient le président Ibrahim Boubacar Keïta d'intercéder en faveur de leur libération. ABC, est-ce qu'il est possible aujourd'hui que le président Ibrahim Boubacar Keïta puisse
libérer ces otages comme il le supplie de le faire. Vous savez, ce n'est pas Ibeka qui a le pouvoir aujourd'hui au Mali. Ça, c'est très clair. Ibeka, il est là, mais ce n'est pas lui qui a le pouvoir. Qui a le pouvoir? Non, en tout cas, ce n'est pas Ibeka qui a le pouvoir. Ça, c'est très clair. Ça, c'est de mon point de vue. Il est le président de la République, il est le chef de l'État, mais il n'a pas le pouvoir parce que ce n'est pas une arme qu'il a installée là-bas. Maintenant, par rapport à cette vidéo, d'abord malheureuse, parce qu'à un moment donné, quand on en avait parlé, certaines nous ont traité de tous les mots. Parce qu'on est aussi patriote, on aime ce pays, et lorsqu'on a l'information, quel que soit le degré de dérangement que ça peut apporter, pour nous, il faut donner l'information. Aujourd'hui, ces militaires, Dieu merci, qui sont en vie, méritent d'être libérés. Mais ce n'est pas Ibeka. Il faut quand même que le circuit soit mis en place. C'est tout un réseau qui est là. Il y a des négociateurs, il y a des forces terroristes même qui sont impliquées avec lesquelles il faut négocier. Donc moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je sais quand même que ce n'est pas Ibeka seul qui peut vraiment... Pourquoi c'est à RFI qu'on envoie les images? Pourquoi on n'a pas envoyé l'ORTM ou bien à une autre structure? Donc oui, la France joue toujours un rôle dans la libération de ces otages. S'il y avait un Français, vous aurez vu qu'on aurait accéléré les choses. Mais puisque c'est des soldats maliens, souvent leur vie ne compte pas, on les voit tous les jours mourir. Donc je pense quand même que si c'est Ibeka qui doit les libérer, c'est peine perdue déjà. Ah. Ibeka seul, d'accord, ne pourra pas, mais Ibeka ne gère pas le pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ami Baba Cissé? Je ne partage pas le point de vue de mon jeune frère, je le comprends. Mais Ibeka, avant tout, il est le commandant en chef des armées. Il est le premier responsable de l'armée. Quand des choses comme ça arrivent... C'est théorique, hein? Bon, juste même si c'est théorique, la première responsabilité revient au président de la République. Donc c'est à lui vraiment de déterminer comment on va libérer ces gens. C'est à lui de désigner qui va aller à la recherche. Moi, je pense que... Et donc, les militaires le supplient d'intercéder en faveur de leur libération. Est-ce qu'ils peuvent espérer positivement? Moi, je pense que ces militaires peuvent garder espoir parce que nous avons des patriotes qui sont capables de faire le boulot. Je prends l'exemple seulement de l'imam Mahmoud Diko. Qui n'est pas Ibeka. Je prends l'exemple de l'imam Mahmoud Diko. Je prends l'exemple du patriarche Améniang. Ils ont été au nord, n'est-ce pas, pour mener des négociations, pour ramener le calme est revenu. L'imam Mahmoud Diko même a été négocié la libération d'environ 117 militaires, je ne sais pas, en 2012 et 2013. Ouais. Et il est parvenu à réussir sa mission. Je pense que si le président de la République s'appuie sur des personnes de bonne moralité comme ça, je pense que ces militaires pourront regagner leur famille dans les plus brefs délais. D'accord. Alors, tous ces otages se trouveraient aujourd'hui sous la surveillance du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Toutefois, la majorité d'entre eux ont été faits prisonniers alors que ce réseau n'existait pas encore. Comment cela peut se faire? Vous savez, c'est difficile de répondre à une question comme ça parce que nous n'y étions pas. Nous ne savons même pas dans quelles conditions ils ont pu être enlevés parce qu'il faut qu'eux-mêmes arrivent à s'expliquer et à édifier les gens sur ce qui s'est passé. Donc, si c'est un groupe de musulmans, on ne sait pas de quel katiba ou bien de quelle secte ils appartiennent. Je pense comme il a dit ça, c'est un travail qui va revenir à Mahmoud Diko et pas du tout à Ibeka ou bien à la France parce que ça c'est des gens, c'est des hommes que les terroristes ont décidé de combattre parce qu'eux à leur niveau ont décidé de combattre, c'est parce que ça c'est un acte terroriste. Donc les terroristes n'ont pas décidé de combattre non, lorsque vous installez un G5 Sahel pour combattre des terroristes, vous ne pouvez pas quand même prétendre négocier avec eux. Je pense que la France et puis Ibeka, c'est des gens qui sont hors circuit. Peut-être avec Diko, on peut espérer. Ça, c'est des gens de bonne foi. Sinon, c'est des gens qui les auraient vraiment exécutés comme ils ont l'habitude de le faire. Et je pense que le fait même que ces militaires ont fait signe de vie, c'est une bonne chose parce que ces militaires apparemment ont été capturés à Nampala et puis à Boulkessi. Et apparemment, beaucoup avaient pensé que c'est des gens qui étaient déjà morts, mais le fait qu'ils les réapparaissent sur des vidéos, je crois que c'est une bonne chose. Et si le président de la République arrive vraiment à mettre tout son poids dans la balance pour que ces militaires soient relâchés, je pense que ça va peut-être un peu rehausser son image aussi. D'accord. Alors, on parle de 11 otages et également il y a le commandant de brigade de Guiré qui a été enlevé sur le tronçon Nara Mourdia. Comment peut-on expliquer cette situation dans le Sahel? Moi je pense que je ne suis pas étonné qu'on dise que le commandant de brigade de Guiré a été enlevé entre Nampala et Mourdia. Vous savez que c'est une zone poreuse. Mourdia et Nara. Mourdia et Nara, c'est une zone poreuse, c'est une zone d'insécurité. Mais je crois que ça, c'est la conséquence du bon comportement de nos militaires il y a quelques
quelques jours. Vous savez qu'il y a quelques jours, notre voyante armée nationale a éliminé 4 terroristes au cours d'échanges de tirs. Ils les ont systématiquement liquidés parce qu'ils avaient égorgé un individu pensant que c'était un informateur de l'armée. Je crois que ça a été une très bonne chose et ça montre que l'armée malienne est en train de monter en puissance. Donc c'est une bonne nouvelle, même si l'enlèvement du commandant de brigade n'est pas une bonne nouvelle. C'est que ces militaires l'ont fait vraiment, ça nous rassure encore davantage. Ça veut dire que l'armée monte en puissance. D'accord. Ami Baba Cissé, le sous-préfet adjoint de Nara dit qu'ils sont sans nouvelles du commandant de brigade, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a la confirmation qu'il a été enlevé? Vous savez, il y a pire. Moi, j'ai une autre information qui dit que son chauffeur a été assassiné. Je ne sais pas si vous avez la même information. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Mais lui, sa disparition en tant que porteur d'uniforme, c'est vrai, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, mais tous les jours, c'est des citoyens qui disparaissent, c'est des citoyens qui sont tués, malheureusement. Pas plus tard que l'autre jour, entre Goundam et Tombouctou, on a enlevé des gens, on a pris tout ce qu'ils ont et puis on les a laissés à pied à 20-25 km de... Donc vous voyez que c'est un peu généralisé. Lorsque l'armée ou bien les forces de l'ordre n'arrivent pas vraiment à occuper de façon un peu zonale tout le réseau, tous les trafics, je pense que ça va être toujours comme ça, des actions sporadiques, ça et là, malheureusement, je ne dirais pas cette fois-ci que c'est la faute à IBK, mais c'est la faute à ces généraux de police, de gendarmerie qui n'arrivent vraiment pas à suivre le pied. On a vu l'autre jour, on a aussi attaqué 3 quarts de minuit à 3h du matin entre Caille et entre tout près et Kolokani. Voilà, c'est grave, ça c'est à 0 mètre, pas de patrouille. Donc on se dit mais comment est-ce que ça peut arriver? Les gardes qui ont quitté Caille sont descendus à Djema et puis voilà, ils ont laissé les populations à leur compte. Donc même dans les cas souvent 1 ou bien 2 soldats, la patrouille n'est pas garantie. Le bateau de plus en plus se fait attaquer. Je pense que c'est un peu généralisé et il faut qu'on trouve vraiment un autre moyen, une autre technique de pouvoir vraiment remédier à tout cela. Sinon, là, on n'est pas les stratégies de la sécurité. D'accord, on vient de m'informer que l'enlèvement du commandant de brigade de Guiré a été revendiqué par Nosrat al-Islam. Que pensez-vous de cette revendication? Bon, cette revendication, peut-être, vous savez, chaque jour qui passe, il y a de nouvelles katibas qui prennent corps. Peut-être c'est une façon de montrer qu'eux aussi, ils veulent quelque chose. C'est une façon de contraindre le gouvernement à leur prendre au sérieux. Je pense que c'est ça. Sinon, enlever un commandant de brigade pour une quelconque raison, je ne vois pas quelle est l'importance. Voilà. D'accord. Est-ce que le gouvernement va les prendre au sérieux? Ça confirme ce que je disais. C'est des terroristes qui ont décidé maintenant de riposter. Et là, ça aussi, c'est un autre acte terroriste, criminel. Donc je pense peut-être qu'ils vont essayer de soutirer des informations à un commandant de brigade. Bon, c'est des gens aguerris qui savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Mais quand même, ça se voit que c'est des gens qui ne restent pas tranquilles. Donc c'est une alerte. Le gouvernement, je ne dis pas qu'il n'a pas déjà pris les choses au sérieux depuis un moment, mais là, ça se confirme que ce que j'ai dit est vraiment... Non, ce que vous dites est réel, mais il faut reconnaître aussi que l'armée est en train vraiment de se ressaisir. Si nous tenons compte du dernier développement des événements, l'armée est en train de se ressaisir, l'armée est en train de faire du bon travail, mais le territoire malien est trop vaste et nous avons besoin de moyens aériens. C'est ça, le président de la République l'a dit l'autre jour, nous avons réceptionné des avions, des moyens aériens, mais où sont ces moyens aériens? Encore faudrait-il que ces moyens aériens soient mis à la disposition de nos forces de sécurité. Parce que quelqu'un qui n'a pas de moyens aériens ne peut pas voir ce qui se passe au sol. C'est depuis le ciel qu'on peut communiquer avec les troupes au sol. D'accord. Voilà. Il nous reste 5 minutes et nous allons parler de délestage. Comme promis, le temps nous permet de le faire. Aujourd'hui, il y a EDMSA qui a tenu une conférence de presse pour expliquer les raisons des coupures d'électricité. Selon ses responsables, la multiplication de ces coupures de courant s'explique par des incidents majeurs sur certaines liaisons de la société. Toutefois, certains habitants du district estiment que si les consommateurs font des efforts pour payer leurs factures, les fournisseurs doivent aussi se mobiliser pour satisfaire la clientèle. Ami Baba Cissé, que pensez-vous de cette réaction des Maliens? Je suis un Malien parmi tant d'autres. Moi, je vis exactement la même chose. Il y a tellement de coupures, souvent avec des conséquences très graves. J'en ai même parlé, j'ai fait un article très sévère là-dessus parce que je pense qu'une entreprise aussi sérieuse que l'EDM... Vous jugez votre article sévère? Oui, mais quand je dis sévère, parce qu'il faut qu'on dise les choses clairement. Il a fallu l'article pour qu'il sorte pour parler. Mais je pense que quand il y a problème, on a l'ORTM, ça veut dire qu'il faut communiquer. Lorsqu'il y a coupure, lorsque vous avez l'intention de... C'est pas seulement
seulement l'électricité, il y a aussi l'eau, il y a des problèmes partout. Bon, bref, pour dire tout simplement que l'EDM, aujourd'hui, quand le jeune est venu, tout le monde l'a applaudi parce qu'il a commencé vraiment à montrer un exemple de citoyenneté en obligeant ceux qui ne payent pas les factures et qui sont les plus grands consommateurs à payer. Mais si aujourd'hui ça ne va pas, on ne va pas le laisser, on va dire la même chose. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il sort pour expliquer, les Maliens comprendront mieux pourquoi il y a autant de coupures. Mais si vous ne dites rien, les appareils des gens sont grillés et en pleine nuit, il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, donc il faut que les gens crient pour qu'ils arrivent à parler. C'est bien, on les félicite pour ça, mais... D'accord. Il est sorti pour communiquer, mais le souci, c'est qu'il n'a pas pu convaincre beaucoup de Bamakois qu'on a pu interroger, qui pensent qu'il devrait se mobiliser pour satisfaire la clientèle. Mais moi, je pense qu'on en a assez avec les chants de sirènes d'EDM SA. Il est temps que EDM SA change de comportement. Si vous ne vous acquittez pas de vos factures, on coupe vos courants. Donc, en échange, il faut qu'ils nous donnent de l'électricité. On parle d'incidents. Donc, si c'est ça, il y a toujours eu des incidents. Parce que les coupures d'électricité, là, c'est devenu un phénomène récurrent encore au Mali. C'est au Mali que vous voyez les enfants crier que le courant est venu, le courant. C'est au Mali que vous voyez ça encore. Nous sommes au XXIe siècle. Vraiment, il est temps que EDM, SA, la SOMAGEP se ressaisisse. Souvent, vous pouvez passer une journée, vous n'avez pas d'eau. Souvent, vous pouvez passer une journée sans électricité. Et quand l'électricité vient, souvent, ça détruit vos appareils. Oui. Plein d'appareils ont été détruits comme ça. Et les personnes ne sont jamais indemnisées. Ce n'est pas normal. EDM, là, ce n'est pas aujourd'hui. Il est temps qu'EDM arrête avec ces pratiques de notre âge. Parce que ça, c'est des pratiques moyenâgeuses. Mais est-ce que ces sociétés ont les moyens qu'il faut pour pouvoir répondre à la demande de la clientèle? Ces sociétés ont les moyens de répondre à la demande de la clientèle. Vous prenez les gendarmes de l'énergie. Ils payent 20% seulement de l'électricité qu'ils consomment. Ça veut dire que si EDM a fait un bon travail, si au niveau de EDM on cesse la corruption gangrénée, je crois que les citoyens peuvent avoir l'électricité à temps voulu et à moindre frais. D'accord. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Badou quand il dit que ces sociétés ont les moyens qu'il faut? Ces sociétés ont les moyens, bien sûr que c'est une question de gestion. Le problème, c'est une question de gestion. Et on peut comprendre lorsque cela se passe une semaine, 3 jours. Mais nous ne sommes pas encore au mois de mars, au mois d'avril, où la chaleur est vraiment torride. Que diront les Maliens à cette époque? Donc je pense qu'à partir de maintenant, il faut prendre des dispositions. J'ai vu l'autre jour le président et le ministre de l'énergie montrer qu'il y aura des nouvelles centrales qui vont permettre au Mali encore de mieux résorber ça. Mais ça va être pour quand? Donc je pense que l'urgence, c'est tout de suite. Il y a des ouvriers en longueur de journée dont le travail dépend de l'électricité. Ils passent toute la journée à s'asseoir, des soudeurs, des tauliers, des tailleurs. Donc je pense que ça ne favorise vraiment pas les Maliens dans tout ce qu'ils veulent entreprendre. Ceux qui ont les moyens ont certainement des groupes, d'autres installent des panneaux. Mais l'énergie a encore sa place et je pense qu'il faut changer d'ailleurs de moyens de production, trouver une autre alternative à ces groupes qui consomment beaucoup. Bon, vous avez parlé de changement de gestion. Au début, on avait vu, comme vous l'avez si bien signalé au début, le directeur, quand il est venu, il y a l'ORTM, il y a l'Assemblée nationale, beaucoup de compteurs qui ont été enlevés pour des factures non payées. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps? Pourquoi la situation n'a pas amélioré? C'est pourquoi j'ai dit, vous avez parlé de moyens, j'ai dit c'est pas une affaire de moyens. C'est vrai, ça continue. Cette histoire de coupure là, ça continue. Même la semaine passée, on a encore coupé l'Assemblée pour 121 millions de francs CFA. Mais quand même, c'est pas l'argent qui est le problème. Il a parlé, il dit que c'est un problème aujourd'hui de machines, c'est un problème d'appareils. Donc il faut trouver les appareils. Et ces appareils aussi, au nord là-bas par exemple, c'est pas tout le monde qui maîtrise les machines. Donc quand vous commandez, ça prend du temps. L'essentiel est qu'il faut souvent prendre l'urgence, prendre des secours, parce que c'est des machines qui n'ont pas de secours. Quand une machine s'arrête, malheureusement tout s'arrête. Il faut qu'il y ait au moins un recours chaque fois qu'il y a un problème. On n'anticipe pas trop. Donc ça fait partie de la gestion, ça fait partie de la réflexion, ce n'est pas forcément des questions financières. Badou. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a Albatros Energy, une société du Royaume du Danemark qui est en train de construire une centrale thermique près des Cailles. Donc on peut dire que le fait que les Cailles ont un peu boycotté la visite du président de la République a aussi porté ses fruits. Voilà. Donc, pour terminer, moi, je dirais tout simplement que ces sociétés doivent comprendre que nous, les consommateurs, nous souffrons
quand il y a des problèmes de coupure d'électricité, quand il y a des problèmes de coupure d'eau. Nous souffrons ardemment. Ils doivent comprendre cela, mais est-ce qu'ils ne le savent pas déjà, Ami Baba Cissé? Je dis ils le savent parce que dans la presse, les citoyens, vous-même vous avez dit, les dénoncent en longueur de journée. Je pense quand même que ça c'est des faits qui sont là parce qu'eux-mêmes sont... Il n'y a pas longtemps, il y avait un ancien ministre qui voulait installer un groupe électrogène tout près en commune 1. La population est sortie pour le chasser. On ne peut pas accepter que nous vivons les coupures et que vous surtout un responsable du parti au pouvoir. Donc je pense que c'est des choses qui n'encouragent pas. Il faut vivre avec la population, la galère, et là on va comprendre mieux. Donc espérons que la situation va changer. Nos invités, Ami Baba Cissé, le Figaro du Mali, et Badou Escoba, le Carrefour. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo, mise en onde assurée par Phili Dambélé, à la régie vidéo Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À la semaine prochaine. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.